Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre 10 façons d'utiliser l'intelligence artificielle avec vos élèves. Et le tout se passera avec notre formateur, M. Ian Ducharme, à qui je souhaite la bienvenue. Avant de lui passer le micro, eh ben, quelques petites consignes. Premièrement, eh ben, j'aimerais vous dire que cette formation est enregistrée et elle se retrouvera sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres propos, on vous invite à soit utiliser la boîte de clavardage ou encore à utiliser votre micro. Bien entendu, vous avez accès à votre caméra aussi, donc vous pouvez l'allumer. C'est laissé à votre discrétion. Enfin, on vous invite à mettre votre micro en sourdine lorsque vous ne l'utilisez pas. Et je tiens à remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, par son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Tout le monde, je vous souhaite une excellente formation, encore une fois, qui a comme titre 10 façons d'utiliser l'intelligence artificielle avec vos élèves. Et puis, Ian, eh bien, à toi la parole. Bonne formation, tout le monde. Merci beaucoup, Louis. Alors, j'ose croire que tout fonctionne pour le son, puis que vous avez bien mon image. Puis maintenant, j'ai présenté déjà mon écran. Donc, on est prêt pour partir depuis maintenant quelques minutes. Puis, je voudrais reconnaître le territoire aujourd'hui. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatari-Io, dérivé du nom du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et celles qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, on a l'habitude de toujours prendre les présences pour les instituts du Centre Franco. Donc, je vais vous donner un lien pour la prise des présences et vous allez pouvoir utiliser ce Forms pour que je puisse prendre vos présences sans que ça m'interrompe pendant la rencontre. Alors, donnez-moi un petit moment, on va mettre le lien des présences. Et il est dans le clavardoir en ce moment. C'est un document Google Form que vous pouvez, s'il vous plaît, remplir pour nous pour signaler votre présence. Alors, je me présente, Ian Ducharme, et je vais vous donner ici mes coordonnées, le site web personnel et un site web aussi pour la formation d'adultes, et également mon compte X qui est aussi à l'écran. Et je suis un habitué des instituts. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir d'autres présentations ou formations aux instituts ou en province au sujet des STEAM, de la technologie en salle de classe et de sujets connexes. Donc, je suis vraiment content d'être là avec vous cet été encore. Je pense que c'est peut-être la première ou la deuxième journée des instituts. Donc, je suis vraiment content d'avoir l'honneur de pouvoir vous présenter dès le début des instituts d'été. Donc, j'ai pris l'habitude de vous partager le descriptif de la formation parce que c'est un peu ce qui vous a attiré à appuyer sur le bouton formation puis à vous inscrire. Et ça vous donne un peu le contexte de notre institut aujourd'hui. Vous avez maintenant découvert le potentiel de l'intelligence artificielle générative concernant la création de leçons peut-être pour obtenir des idées et répondre à toutes vos questions de tous les jours.
Mais comment aborder ces questions avec vos élèves? Alors, c'est vraiment une question critique, puis une question à laquelle on est appelé à répondre comme enseignant, parce que si on ne se pose pas la question, les élèves vont certainement nous la poser, cette question. Donc, cette formation vous aidera à utiliser l'intelligence artificielle générative avec elle et eux, puis à les préparer pour une vie avec cette technologie en tenant compte de la citoyenneté numérique et des autres compétences transférables. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion, là je vous rappelle, si vous voulez cliquer le lien qui est dans le clavardoir en ce moment et de remplir le formulaire de présence. Prenez un petit moment pour ça. Puis, entre-temps, je vais vous donner un petit caveat. Donc, le caveat avec l'image nucléaire est le suivant. Alors, vous savez, comme moi, que nous, on est finalement des employés d'un conseil. Pour la plupart, je suppose que vous êtes employés d'un conseil. Vous êtes ici à votre compte et pour ceci, je vous félicite. Personne ne vous paye pour être là, mais vous vous formez et vous assistez à cette belle formation aujourd'hui. Donc, à partir de septembre, vous allez être dans un rôle d'employé d'un des 12 conseils de langue française, présumément, ou peut-être ailleurs. Dans ce rôle, vous êtes tenu de suivre les politiques, les directives administratives de votre conseil. Donc, si certaines suggestions que je vous fais sont contraires à ces politiques ou directives, bien sûr, elles ne devraient pas être suivies et vous devriez consulter vos supérieurs avant de mettre en œuvre quoi que ce soit avec vos élèves. Alors, on voudrait bien sûr pas entendre quelqu'un en province dire mais le centre franco m'a dit. Non, non, non. Alors moi, je veux bien que ce soit clair, que je me dédommage de la responsabilité de ce que je dis ici. Je le dis à mon compte personnel, pas nécessairement certaines choses, bien sûr, viennent de mon travail comme conseiller pédagogique au Conseil scolaire Viamonde, mais il y a certainement certaines choses que je vais vous suggérer de faire qui ne sont pas nécessairement sanctionnées par mon conseil. Puis il y a sans doute des choses aussi, tous les conseils sont différents face à l'intelligence artificielle. Alors, sentez pas que si moi je vous dis quelque chose, c'est parce que je considère là, que ça doit être quelque chose que vous adoptez en salle de classe. Ce n'est pas nécessairement le cas, bien que j'espère que ce que je vais dire, ça a un certain bon sens, puis que vous allez pouvoir adopter plusieurs des pratiques que je vous propose dans mes 10 façons que je vais vous présenter dans un instant. Alors, les objectifs de la formation, c'est un peu vos RA, vos résultats d'apprentissage, et notre cible pour la prochaine heure et demie. Donc, bien sûr, je vais identifier les 10 façons d'utiliser l'IA avec vos élèves. Donc, on va regarder différentes façons de présenter l'intelligence artificielle à vos élèves. Vous allez probablement puiser une grande valeur ajoutée à ces 10 façons de choses que vous pouvez faire sur le terrain dès septembre avec vos élèves pour aborder la question de l'intelligence artificielle générative. On va vous fournir des exemples concrets d'activités que les participants pourront utiliser en salle de classe que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves. Et on va illustrer l'importance des compétences transférables et les liens possibles entre ces compétences et l'IA parce que les compétences transférables, vous le savez, depuis quelque temps, avec les nouveaux programmes cadres, les nouveaux curriculums, on voit qu'ils sont intégrés dans tous les nouveaux curriculums, puis on en parle, puis on vous dit, assurez-vous que vous n'oubliez pas les compétences transférables comme un genre de parapluie au-dessus de tout ce que vous enseignez à vos élèves. Je parle de choses comme la collaboration, je parle de choses comme la pensée critique, l'entrepreneuriat. C'est tous des concepts qu'on va regarder ensemble dans quelques instants aussi. Alors,
La première façon, j'espère que vous entendez même l'audio, là, parce que là, c'est le wow de notre début de présentation Juste avant, Yann, excuse-moi de t'interrompre, c'est Louis qui oui, parle. oui. Dans la boîte de clavardage, on demande si tu partages ta présentation tout de suite ou à la fin. Ah, Ben, c'est pas oui, vraiment la question, on me demande si on partage la présentation. oui. Donc, il y a deux raisons pour vous de rester jusqu'à la fin. La première raison, c'est que la présentation, je l'ai préparée en format PDF, puis je vais vous la donner à la fin. C'est une des dernières diapos. Puis vous Excellent, allez avoir merci. un clic, puis vous allez avoir le PDF qui va s'ouvrir. J'ai utilisé Canva pour la créer, mais à l'origine, c'était un PowerPoint, puis Louis l'a vu, mais vous ne l'avez pas vu, mais vous allez l'avoir à la fin. Puis la deuxième chose que j'allais faire, c'est tous les liens que je vais vous partager. Des fois, je vais vous les partager ici, les liens, mais à la fin, je les ai tous mis dans un site web que je vais vous partager également et que vous allez pouvoir cliquer, puis tous les liens vont être là. Alors, si jamais vous en manquez un, inquiétez-vous pas. Ça se peut que je n'ai pas le temps de vous mettre tous les liens à chaque fois que je vous montre quelque chose, parce qu'il y a énormément de liens dans cette présentation-là, mais je les ai tous mis dans un format digestible, très facile que je vais vous partager à la fin. Alors, merci Louis. Puis merci aussi d'être là pour le clavardage. Je vais tenter d'être là moi aussi. Puis au début, c'est toujours un peu plus difficile de rester dans deux endroits, mais je suis sûr que vers le milieu, je vais avoir mon air d'aller, là, puis je vais pouvoir vérifier le chat de façon un peu plus attentive. Donc, la première façon. Alors, on doit utiliser l'intelligence artificielle intégrée dans les moteurs de recherche et y conscientiser les élèves. Parce que des fois, on est en présence de l'intelligence artificielle, puis on ne le sait même pas. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples de ceci, puis des choses que peut-être que vous ne saviez pas nécessairement au sujet euh, des différents moteurs de recherche qui sont disponibles. Question de peut-être faire la distinction entre les moteurs de recherche et les furteurs. Alors, j'aimerais vous présenter le nouveau Bing, finalement. Alors, Bing, juste pour vous situer face à qu'est-ce que c'est Bing, Bing, c'était le compétiteur, finalement, de la recherche Google. Donc, c'est le moteur de recherche qui est associé à Microsoft, comme le moteur recherche Google est associé à Google. Alors, vous allez peut-être entendre parler aussi du copilote. Donc, le copilote, c'est une autre façon de dire Bing, finalement. Puis, quand on utilise le copilote, on utilise la même chose. C'est Bing, c'est juste une question là, de nomenclature. Puis, donc, Microsoft a choisi là, de changer le nom Bing pour copilote, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que le copilote, c'était peut-être une expression très imagée qui nous donnait une idée de qu'est-ce que c'est finalement l'IA générative. C'est une aide supplémentaire qui peut nous aider quand on manque d'idées ou quand on a besoin d'avoir de l'information d'Internet ou autre. Donc, euh, le, le Bing Chat ou bien le copilote, il est disponible dans toutes sortes de plateformes. Alors, vous pouvez télécharger Bing Chat sur un téléphone, le copilote, puis cliquer sur une appli, puis l'appli va vous donner des réponses à vos questions sur votre téléphone dans une appli séparée là, qui n'a rien à voir avec les furteurs. Mais elle est aussi intégrée dans Edge. Donc, vous allez voir que qu'on soit dans le furteur Google ou qu'on soit dans Edge, on va être capable de retrouver le, le, le moteur de recherche qui s'appelle le copilote et qui est finalement la même chose qu'un chat GPT parce que
Microsoft s'est allié avec la compagnie ChatGPT. Puis, donc, si vous entendez parler de ChatGPT, puis que les gens vous disent, ah, est-ce que tu es allé voir ChatGPT? On peut très bien dire, bien, je ne suis pas allé dans ChatGPT, mais j'utilise le copilote régulièrement. Puis, je sais que les fonctionnalités du copilote sont très semblables aux fonctionnalités de, de aux fonctionnalités de ChatGPT. Alors, c'est à peu près équivalent. Maintenant, là, je vais passer en revue toute une série de moteurs de recherche qui sont disponibles pour un peu illustrer que l'intelligence artificielle est disponible dans beaucoup de différents endroits. Alors, la raison que je vous parle de Search Labs, c'est que si vous êtes aux États-Unis, vous voyez ici une liste de pays, puis les États-Unis sont inclus, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont exclus ici, comme le Suriname, Saint-Lucia, Colombie, Costa Rica. Puis c'est tous des endroits où, quand on a Google, l'univers Google, avec Google Chrome, on peut ajouter quelque chose qui s'appelle Search Labs, puis ça va nous permettre d'avoir un outil comparable que je n'ai pas testé parce que je suis au Canada, puis je n'ai pas utilisé un VPN. Question, est-ce que peut-être que quelqu'un avec un VPN peut aller faire semblant qu'ils sont aux États-Unis puis utiliser un moteur de recherche Search Lab? Alors, oui, donc c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Là, je fais une petite pause pour vous poser la question. Quelle est la différence? Vous m'aviez entendu parler pendant un petit moment là, de moteur de recherche. Quelle est la différence entre un furteur et un moteur de recherche? Alors, je vous invite à commenter ça dans la conversation et je vais vous donner quelques petits instants pour répondre. Qu'est-ce que vous voyez comme étant la différence entre un furteur et un moteur de recherche? Puis vous pouvez même me donner des exemples, parce que peut-être que vous avez un furteur préféré, puis peut-être que vous avez un moteur de recherche préféré. Puis en même temps, je regarde le chat pour voir. Oui, je ne vois pas les pays d'Afrique, oui. Merci. Bon. Furteur, Google Chrome, Edge, Firefox et le moteur Google et Bing. Puis là, vous comprenez pourquoi les gens, souvent, ils n'ont pas la distinction. Pourquoi? Ben, parce que Google, ils ont nommé leur moteur de recherche Google, puis ils ont nommé leur furteur Google Chrome. Mais on dit tous Google, puis quand on clique sur un bouton sur un téléphone, on veut ouvrir une page Internet, on est dans Google. On appelle ça Google, même si c'est Google Chrome. Alors, techniquement, si vous pensez à Google Chrome, on est dans le furteur. Tandis que les outils de recherche, les moteurs de recherche, bien là, ça, c'est tout ouvert. Ça veut dire que vous pouvez être dans Google Chrome, puis être en train de faire des recherches avec toutes sortes de différents moteurs de recherche. Puis je pense que ça, c'est important de le souligner parce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé depuis le temps que ChatGPT a été introduit par Microsoft? C'est que il a été introduit par d'autres compagnies aussi qui ont leur propre moteur de recherche, qui l'ont intégré dans leur moteur de recherche aussi, puis qui ont créé des moteurs de recherche. Puis des fois, dans un cas que je vais vous montrer aussi, on a un moteur de recherche dans un furteur qui intègre l'intelligence artificielle. Alors, juste pour vous dire que l'univers de l'intelligence artificielle n'est pas aussi fermé qu'il l'était au début, quand on a commencé à découvrir qu'on pouvait aller dans ChatGPT, puis c'était juste là qu'on pouvait aller faire des recherches qui étaient pour l'intelligence, en utilisant les langages et les bases de données d'intelligence artificielle. Alors, un furteur est un chercheur sur tous les sites et Google est un site de données. OK. Je pense que la façon que je l'ai expliqué peut-être
Finalement, le site, ça serait votre furteur. Et à l'intérieur d'un site comme Google Chrome, on pourrait avoir un moteur de recherche qui est le moteur de recherche Google, par exemple, et beaucoup d'autres. Alors, j'espère que ça vous aide à diviser cette idée des deux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous donner des exemples. Alors, je sais qu'il y a très peu de ces exemples-là que je vais pouvoir vous montrer en direct. Mais sachez que ces sites-là, ils intègrent tous l'intelligence artificielle. Puis l'image de ce symbole ici, de you.com, vous remarquez ici la petite étoile. Alors, la petite étoile, là, si vous voulez conscientiser vos élèves à la présence ou non de l'intelligence artificielle dans une multitude d'outils qu'on utilise, la petite étoile, elle est super importante. Puis des fois, vous allez voir plus qu'une étoile. Ça veut dire que cette compagnie-là intègre des éléments de l'intelligence artificielle dans leur outil de recherche. Alors, c'est quoi ce you.com-là? C'est un tout nouveau furteur qui intègre des recherches, mais si, juste pour illustrer le point que j'ai fait auparavant, je vais juste sortir de la présentation ici. Puis là, je vais vous montrer que si j'ouvre mon Chrome et que je tape you.com, alors là, vous allez voir que j'utilise toujours mon identifiant personnel pour ouvrir Chrome. Puis là, une fois qu'on est ouvert dans Chrome, on peut aller dans you.com. Et là, on découvre la beauté des outils de recherche qui sont assortis de l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi cette histoire-là de you.com? Comme vous voyez, il nous dit, d'une part, il nous dit, est-ce que tu veux entrer dans le site pour avoir l'historique de ton chat? Ça serait peut-être une bonne idée. Puis là, je peux entrer avec Google. Là, je vous fais remarquer que j'ai pas téléchargé quoi que ce soit. Je suis encore dans Chrome. Alors, je suis encore dans Google Chrome en ce moment. Mais au lieu d'utiliser la recherche Google, je voudrais bien utiliser quelque chose de différent. Puis, je me garde de vous montrer ChatGPT parce que si vous êtes déjà venu ou bien vous avez déjà découvert un peu au sujet de l'intelligence artificielle, vous l'avez déjà vu le ChatGPT. Puis, franchement, c'est pas nécessaire d'aller dans le ChatGPT. Ces environnements-là sont meilleurs dans le sens que maintenant, on est capable finalement d'avoir toutes les fonctionnalités d'un Google Chrome, d'un Google engin de recherche ou moteur de recherche Google. Et ça nous permet, je vais juste changer la caméra là, parce que je vois que la caméra, je pense que ma caméra a planté. Donc, on va changer ça pour une autre caméra. Et on devrait être là. Ouais, OK, très bien. Alors, je vous montre en ce moment le you.com. Puis, vous voyez que c'est un moteur de recherche qui nous permet de faire une nouvelle recherche et de poser des questions, toutes sortes de différentes questions à you.com. Là, je vais revenir à notre présentation dans Canva pour vous montrer d'autres moteurs de recherche semblables que je voulais absolument vous partager et qui sont un peu semblables, mais chacun a un peu des fonctionnalités un tout petit peu différentes. Puis, you.com, ce n'est qu'un de plusieurs. Là. Alors, laissez-moi juste vous remontrer ça. Un instant. On va sortir de là, puis on va vous donner ça ici. Bon, alors là, vous êtes en train de regarder un compétiteur de You qui s'appelle Perplexity. Alors, un autre moteur de recherche. Si jamais vous avez entendu parler de ces sites-là, vous les utilisez, n'hésitez pas à m'en parler. Puis, c'est en train d'exploser. Hein. Je risque de vous en présenter 15 ou 20 l'an prochain parce que toutes les compagnies s'emparent de cette nouvelle technologie pour créer leur propre
notre propre site web finalement qui intègre les éléments. Alors, ici, vous voyez la diapo commencée dans Perplexity, que j'ai utilisé un traducteur pour la traduire. Puis, on vous dit qu'est-ce que c'est? C'est un couteau suisse alimenté par l'IA pour la découverte d'informations et la curiosité. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions, il s'agit de vous permettre d'en faire plus, que vous cherchiez à résumer du contenu, explorer des nouveaux sujets ou même à faire preuve d'un peu de créativité. Alors, bien sûr, ils font Mais il y a beaucoup de gens qui ont finalement décidé d'adopter des outils comme celui-ci, Perplexity, comme un substitut à Google, l'outil de recherche Google, pour des raisons évidentes. Maintenant, le copilote. Euh, Ce qui est intéressant au sujet du nouveau Bing, qui inclut l'IA et qui est plein d'astuces, c'est que finalement, vous pouvez utiliser le copilote dans différents endroits. Ils l'ont rendu disponible à très grande échelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon horloge ici, là. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, le copilote nous permet de faire des recherches avec des prompts à déterminer. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être ouvert par l'utilisateur. Il est toujours là si vous êtes dans le bon, dans le bon furteur. Alors, je vais vous montrer l'exemple ici. Donc, si je m'en vais choisir mon Microsoft Edge, puis je vais vous faire la petite démo dans Edge en premier, puis ensuite, on va même regarder dans Chrome, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que dans Chrome aussi, vous avez la possibilité alors, vous voyez le petit symbole ici qui s'appelle Ouvrir le copilote, Open Copilot. Donc, ce symbole-là, il est dans votre furteur. Il est à deux différents endroits. Vous pouvez même ouvrir la petite fenêtre ici. Puis là, je m'adonne à être dans l'univers Edge. Alors, si vous regardez en bas ici dans mon écran, vous voyez que je suis dans Edge. Donc, j'ai choisi le furteur Edge. Et dans le furteur Edge, j'ai mon copilote qui est mon moteur de recherche. Si vous avez bien écouté tout à l'heure, quand on vous donnait un peu l'explication de la différence entre les deux. Donc, ici, vous avez l'exemple que je vous partage Puis, quand je fais la recherche, que je la fasse ici, en faisant une recherche, ou que je la fasse ici dans le chat du copilote, il dit demandez-moi n'importe quoi. Puis quand il vous demande n'importe quoi, bien là, vous pouvez lui demander de générer des choses. OK? Alors, si je dis fais-moi un plan de leçon pour la première journée d'école euh, de septembre pour mes élèves de troisième année, on va dire. Oui, tous les moteurs de recherche que j'ai choisis, Magali, sont gratuits. J'ai choisi aucun outil aujourd'hui que vous ne pouvez pas accéder gratuitement. Alors là, vous avez vu que j'ai écrit en français, même si le copilote me disait quelque chose en anglais. Moi, j'ai répondu en français parce que ma langue de choix est le français. Puis là, vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit là, parce que ça, c'est les pubs de Microsoft, mais je n'ai pas besoin de les avoir. Il est en train de répondre à la question en ce moment. Puis vous voyez, il dit ah, est-ce que vous voulez que j'arrête de répondre? Puis là, je dis non, non, non. Je veux que tu répondes. J'attends ta réponse. Puis là, il va nous donner un plan de leçon. Il devrait nous donner un plan de leçon. Je vais lui reposer la question encore. Euh, prépare, Préparez-moi un plan de leçon. On peut ajouter Ontario. C'est un très bon commentaire, ce qu'a dit, de dire un plan de leçon pour ma classe de quatrième année. Premier jour d'école en Ontario.
Là, la ponctuation est moins importante, là. L'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qui est possible là-dedans. Alors, je suis dans le copilote. Puis là, vous voyez, il est en train de me préparer. Puis il me donne des idées. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser ça comme notre début, milieu et fin de toute notre journée? Non, pas du tout. Mais pour vous dire que ça peut être très utile, on vous donne des suggestions d'activités, de choses qu'on pourrait faire. Puis j'ai dit des mots-clés comme quatrième année Ontario. Puis j'ose croire qu'il a choisi des choses qui pourraient être intéressantes, comme des brises-glaces, puis des choses intéressantes pour la première journée d'école, qui vont pas comme être trop académiques, puis qui vont permettre de justement s'assurer là, que les élèves sont bien encadrés, hein, puis que tout va bien pour eux autres. Alors, voilà un petit exemple du copilote. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, puis ça, c'est super important. Je vous ai dit tout à l'heure que ici, je suis dans Chrome. OK? Là, j'ai retourné à Chrome pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, si je fais une recherche dans Chrome, euh, j'ai la possibilité d'avoir le copilote dans Chrome aussi. Alors, le copilote, il est dans quelque chose qui s'appelle l'extension. Extension copilote Chrome. Copilot Sidebar for Chrome, OK? Dans le Chrome Web Store, dans le magasin Chrome, finalement. Puis je l'ai mis dans les liens, ça, mais juste pour vous dire que même si vous êtes dans Chrome, puis vous aimez votre Chrome, parce que peut-être que pour le travail, il y a des gens qui sont dans le conseil Google, il y a des gens qui sont dans un conseil Microsoft, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Edge, puis qui ne l'utilisent jamais, puis qui ne l'utiliseront jamais. Alors, même si vous êtes dans Chrome, vous pouvez ajouter le copilote dans votre Chrome avec le sidebar qui est finalement une barre qui va être à côté de votre Chrome de telle sorte que si je veux, je peux faire une recherche dans Chrome avec la même idée. Puis là, il va nous ouvrir ici à côté, dans Chrome, il va nous ouvrir la même réponse. Alors, crée-moi une leçon pour la première journée d'école pour mes élèves de troisième année en Ontario. Alors, Ah! Regardez! Alors, le copilote qui apparaît du côté droit de mon écran, il est dans Chrome. Là, je vous fais remarquer que je ne suis plus dans Edge. Si je ferme Edge ici carrément, vous allez voir la preuve ici. Je suis dans mon furteur Chrome et j'ai fait tout simplement la même recherche avec Google que j'aurais. Puis ça nous permet de voir un peu la différence entre une recherche dans le furteur, dans le moteur de recherche copilote qui est ici à droite, qui est là automatiquement parce que j'ai intégré le, le, l'extension Chrome. En anglais, on appelle ça des extensions, c'est des... comment ils s'appellent ces affaires-là? J'ai oublié le nom, là, mais de toute façon, on se comprend, je pense, avec les extensions. Donc, c'est dans le Chrome Web Store Add-on. OK, merci, Karine. Donc, en effet, on a ici l'approche Chrome, c'est de Google. C'est on va vous trouver un site web. Puis l'approche copilote, c'est ben, on va vous créer finalement une réponse complète à votre question. Alors, je pense que c'est important de souligner ces différences-là pour vos élèves. Puis, je pense que c'est quand même intéressant de savoir que peu importe votre furteur, vous pouvez avoir le copilote de Microsoft entièrement gratuitement. Utilisez votre identifiant Chrome, ça va plus vite si vous faites ça comme ça. Puis là, je vais revenir à vous montrer un de mes préférés qui s'appelle Brave. Alors, l'outil de recherche Brave, qui est aussi un furteur, il vante le fait que vos informations sont privées. Alors, si ça vous inquiète, c'est ce qu'ils disent. Donc, on peut peut-être s'en douter un peu, mais ils disent que
les informations que vous fournissez. Puis là, la raison que j'ai mis la flèche, c'est, vous voyez qu'il y a ici la petite étoile, encore une fois, qui signale pour vous que vous êtes en présence de l'intelligence artificielle ici avec la belle étoile. OK? Ensuite, je suis sûr que les gens de Google me diraient, ah ben, Gemini, me semble que j'avais entendu parler de Gemini, puis c'était supposé être le compétiteur de Edge, du copilote. Gemini, c'est un site qui est séparé ou indépendant de la recherche Google. Vous devez aller à ce site-là. Puis, vous pouvez faire une requête aussi dans ce site-là, puis il est disponible. Vous vous en doutez que Google ne va pas permettre à Microsoft de s'en sortir sans avoir un compétiteur semblable. Bon, Gemini a ses avantages, je vous laisse le découvrir. Il est là, il va être dans les liens également, puis en fait, il y a un lien ici dans la présentation également pour vous. Je vous rappelle encore une fois les présences, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être peut-être en retard. Donc, si jamais vous vous êtes joint à nous un peu plus tard, je vais vous copier le lien encore une fois et vous allez avoir le lien disponible dans le chat encore pour vous assurer là, de signaler votre présence aux instituts. Alors, je crois que ça tire à sa fin là, la première partie qui était la partie qui vous parlait finalement de toutes les nouveautés au sujet des furteurs et des moteurs de recherche surtout qui sont disponibles pour vous. Alors, je rallume ma caméra d'origine pour vous. Et donc, on parle de la deuxième façon que vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle ou la présenter ou en faire une activité avec vos élèves. Alors, la deuxième façon, ben, je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite. Je vais plutôt vous donner un lien ici à un Answer Garden. Donc, laissez-moi vous donner ce lien-là. Alors, on va continuer vers un site externe. Et c'est le Answer Garden. Puis, la question qui brûle pour vous comme éducateur, comme pédagogue, c'est quels sont les plus importants types de textes à enseigner dans votre année scolaire. J'ai publicisé cet institut pour des enseignants de 4e à la 12e année. Si vous enseignez une matière et vous êtes au secondaire, puis cette matière-là n'est pas le français, bien sûr, vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans cette question-là. Mais je pense que probablement qu'on a quand même un grand nombre de personnes ici qui soit s'intéressent à la littératie ou bien qui enseignent la littératie dans leur rôle. Donc, je vous demanderai de répondre à cette question. Quels sont les plus importants types de textes à enseigner? Et vous savez très bien que maintenant, les textes prescrits, il n'y en a plus. Donc, ça vous ouvre la porte pour enseigner différents textes et les textes que vous jugez appropriés pour vos élèves et qui pourraient être les plus utiles pour eux en littératie. Alors, je vais rafraîchir notre Answer Garden. Vous avez sans doute commencé à mettre des réponses là-dedans. Et moi, je suis très curieux de voir quelles sont vos réponses. Et espérons que ça se répond. Donc, le texte d'opinion, le texte informatif, le texte descriptif, argumentatif. Très bien. Je vous lis. Je vais rafraîchir. On va regarder encore. Et qu'est-ce qu'on a? On a narratif, descriptif. Puis là, vous me parlez des catégories de texte, qui est très bien aussi. Argumentatif, texte d'opinion, courant et argumentatif. Excellent. Alors, ben moi, je vais vous dire, j'apprécie beaucoup votre contenu, puis vous avez entièrement raison. C'est toutes des choses très intéressantes et très importantes. Maintenant, je vais vous en présenter un autre
je vais vous en présenter un autre, un type de texte. Je dis bien type de texte, pas nécessairement une catégorie ou la voix du texte. Là, je vois que j'ai besoin de juste. Je pense que je vais l'avoir. Que je vais l'avoir comme ça. Ah, voilà, OK. Et on est revenu. Bon, alors, le prompt. Alors, là, mon mentor dans cette aventure, M. Louis, il m'a fait remarquer que le prompt n'a pas nécessairement l'unanimité. Puis là, je voulais vraiment souligner que quelqu'un nous a dit, et c'était utilisateur inconnu, donc je peux malheureusement pas lui donner le crédit pour ça. Mais un commentaire très important dans le chat, la requête, c'est elle qui est la plus importante pour obtenir une réponse liée avec elle. Je vous félicite. Je ne sais pas qui c'est cette personne-là. Identifiez-vous parce que vous devriez prendre le crédit pour toute cette section-là. Parce que, donc, le prompt, c'est une requête et la requête en intelligence artificielle pour interagir finalement avec l'intelligence artificielle à travers tous les outils que je vous ai présentés est essentielle. Donc, qu'est-ce que vous dites pour massager le message qui va revenir? Qu'est-ce que vous dites pour vous assurer de baliser l'intelligence artificielle pour qu'il vous donne ce que vous voulez? Ça, c'est super important. Donc, le mot prompt est utilisé. Je l'ai trouvé dans plusieurs endroits et je dirais qu'il est légèrement majoritaire, l'utilisation du mot prompt versus requête, mais on peut aussi utiliser le mot requête. Dans mon cas, j'utilise le mot prompt. Alors, je vous montre un exemple d'un prompt, mais dans un site très particulier qui est différent des autres. Regardez bien le prompt et qu'est-ce que vous remarquez au sujet de mon prompt qui se situe ici, là, en dessous, ici. Puis, vous allez voir qu'on est dans un autre outil que je vous présente, qui est merveilleux et qui est gratuit encore une fois, qui s'appelle Adobe Firefly, qui rivalise DALL-E, qui rivalise Midjourney, qui rivalise plein d'autres sites qui génèrent des images. Donc, et vous pouvez l'utiliser également gratuitement. Mais regardez mon prompt. J'ai dit un chien de race berger allemand avec un gros collier qui contient des gros diamants en ligne. OK? Alors, comme vous voyez, j'ai créé mon prompt un peu comme un outil presque qui permettrait avec mes élèves de peut-être jeune âge, là, 4e ou 5e année, de voir que les mots qu'on utilise et d'utiliser un vocabulaire imagé, puis d'être aussi précis que possible avec les mots qu'on choisit, c'est ça qui va générer des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle, entre autres, comme là, regardez ce qui revient. Ce qui revient par la suite, c'est ce berger allemand extraordinaire avec un collier de diamants. Qui est quand même assez intéressant. Alors, vous avez des images ici qui sont... puis, je vais vous dire aussi que euh, toute la question, on va aborder la question là, des droits d'auteur dans quelques instants, puis c'est important de mentionner un ou deux caveats à ce sujet-là. Alors, ça, c'est le site Adobe Firefly, si ça vous intéresse. Puis, c'est un site ouvert, gratuit, que vous pouvez utiliser pour différentes choses. Alors, c'est quoi un bon prompt? Alors, il y a des éléments dans ce prompt-là, parce que ce prompt-là, finalement, c'est dans un site spécialisé qui donne juste des images. C'est toutes des images. Alors, on n'a pas besoin de lui dire « donne-moi des images » parce que c'est ça qu'il génère. Il génère des images. Mais une bonne requête dans un site qui est langagier et qui ne nous donne pas des images va être très différent. Alors, moi, je vous propose, puis c'est moi qui le propose, c'est personne d'autre, parce qu'il y a des suggestions autres que, entre autres, un que je vais vous partager dans quelques instants. Donc, on a le qui, quoi et le pourquoi. Je vous propose que quand vous enseignez le prompt à vos élèves comme un type de texte, alors vous leur dites, aujourd'hui, on va apprendre comment générer des réponses
correcte dans l'intelligence artificielle parce qu'elle est partout. Je vous l'ai montré. Elle est dans Chrome avec le copilote. Elle est dans Edge avec Bing Chat qui s'appelait maintenant le copilote également. Elle est dans les nouveaux furteurs qui commencent à apparaître comme You, comme Brave et autres. Donc, elle est partout. Comment on pose des questions maintenant? C'est ça qui est important. Alors, qui, quoi et pourquoi, c'est ce que je vous propose. Puis, ici, on a un exemple. Alors, l'exemple que je vous ai donné, c'est finalement des captures d'écran de choses que moi j'ai fait en préparation pour aujourd'hui. Alors, le qui, ça serait par exemple, en tant que professeur d'histoire passionné, je souhaite que l'IA génère un court résumé sur la Révolution française. Alors là, on est plus au secondaire. Puis, on voudrait avoir un court résumé sur la Révolution française pour être capable de l'enseigner. Puis, désolé, moi, vous ici, c'est en haut. Donnez-moi un exemple de prompt qui adopte la formule suivante. Qui? Quelle est la voix qui doit être adoptée par toi comme moteur d'IA? Quoi? Quel est le texte ou le média qui doit être préparé par l'IA? Et pourquoi? Quelle est l'intention du texte produit en voulant dire est-ce que c'est quelque chose pour une histoire spécifique? Puis, l'IA m'a donné finalement cette réponse, puis une suggestion de comment on pourrait illustrer ça. Puis on pourrait faire, par exemple, quoi? Veuillez rédiger un paragraphe de 150 mots qui explique les principales causes, événements et conséquences. Puis ici, bien sûr, vous substituez ce que vous voulez. Alors, le qui est important. C'est quoi la voix que l'IA doit adopter? Bien là, c'est un prof d'histoire. Le quoi? Bien, de quoi ils vont parler? Bien, il va faire un résumé des causes de la Révolution française. Puis le pourquoi, l'intention est de fournir un contenu clair et concis que je pourrai utiliser lors de ma prochaine leçon sur ce sujet pour mes élèves de 10e année. Alors, ça donne une précision supplémentaire qui nous permet d'avoir le résultat qui est le suivant. Alors, bien sûr, voici un court résumé sur là, c'est des réponses véritables. Là. Je ne vous mens pas que c'est vraiment ça qui nous a donné le copilote et donc le résumé. On dit les causes et on vous cite différentes choses au sujet de la Révolution française qui sont utilisables en salle de classe. À vérifier, très important. Mais quand même assez fiable parce que ça va chercher plusieurs différentes sources. À SurveyMonkey, on vous donne une idée de qu'est-ce que vous devrez avoir dans un prompt. Comme vous voyez ici, l'exemple qu'ils donnent, eux autres, c'est un exemple dans le monde du travail. Je suis responsable des RH, rôle et motivation, ou le qui. Et je veux savoir comment améliorer l'expérience employée. Donc, ça serait dans le pourquoi. Puis, on a bien sûr le quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir comme produit? Bien, c'est un sondage. On peut voir ici que ce qui est demandé, c'est un sondage. Alors, une façon beaucoup plus complexe, on va dire, de dire la même chose ici. Le qui, le quoi et le pourquoi. C'est très important quand vous montrez à vos élèves comment créer des prompts. Troisième façon. Là, on va aller un peu plus vite. Mais j'ai une petite question pour vous. Parce que je pense que c'est important de. Ah, puis je pense que j'ai essayé en tout cas, mais il n'est peut-être pas ici. Est-ce qu'il est ici le. Non, il n'est pas là. Donc, j'avais un petit sondage pour vous. Mais on va faire ça dans le chat, tiens. Est-ce que je peux le faire ici? Non. OK, ben je vais laisser la diapo, puis vous allez voir ici que les 7 compétences transférables sont. Ça vient c'est 2023, mais c'est courant, là. C'est dans tous vos programmes quand ils mentionnent les 7 compétences transférables. Donc, on a innovation, créativité et entrepreneuriat. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour ça. Ce n'est pas le numéro 1, là, ou le numéro. On ne sait pas trop où commencer, mais on commence partout. Donc, n'importe où. Apprentissage autonome. Ensuite, on a citoyenneté mondiale et durabilité. Pensée critique et résolution de problèmes. Collaboration, littératie numérique et communication. Puis ma question pour vous, c'est la suivante. Parmi les 7 compétences, laquelle est la plus importante
selon vous? Alors, je vous donne un petit 2 minutes pour nous donner votre opinion là-dessus. Dans le clavardoir, je vois qu'on a 42 participants dans la rencontre. Alors, je vais attendre de voir au moins comme une bonne dizaine de réponses là, pour qu'on puisse y voir clair. Donc, quelqu'un nous dit communication, collaboration, pensée critique et résolution de problèmes. Puis Jean-Baptiste il a utilisé des grosses lettres pour montrer que c'est très important. La communication, pensée, résolution de problèmes. Wow, ça rentre vite. Pensée critique, créativité, entrepreneuriat, pensée critique et résolution de problèmes. Tout. OK. Oui, mais merci Mireille. Tu as peut-être raison qu'il faut quasiment les voir ensemble. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, encore une fois. C'est juste pour vous encourager, là, puis savoir que vous êtes vraiment là. Hein, parce que je ne vous vois pas, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça me donne un petit pouls de la salle aussi au sujet des différentes idées qui sont là-dedans. Alors, la chose que moi j'ai choisie, puis je pense que c'est comme super important quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est la pensée critique et résolution de problèmes. Alors, j'ai dit développer la pensée critique des élèves. Puis, dans cette découverte de l'intelligence artificielle, j'ai réalisé qu'il y a des choses, il y a plein de choses sur Internet qui sont de la grosse, grosse foutaise. Hein? Puis, ici, vous en avez un exemple. Alors, c'est un vrai site web qui est vraiment très complet et je dirais même très convaincant. Puis, je vous invite à en faire une activité pédagogique avec vos élèves, puis une activité pédagogique où vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle pour la découvrir. Alors, la Terre plate, là, c'est un site web. Alors, je pense que c'est il est là, là. Alors, je vais le mettre dans le chat, puis on va s'assurer d'ajouter le www, sinon le site ne va pas le reconnaître. Terre-plate.com. Puis, vous allez voir que ce site-là, si vous cliquez là, c'est un vrai site web. C'est incroyable. Puis, j'ai découvert en découvrant ce site-là que il y a une expression, on appelle ça des platistes. Les gens qui croient que la Terre est plate, c'est des platistes. On a même créé comme un mot pour les comment on dit, pour les identifier. Puis là, on trouve des preuves scientifiques au sujet de l'horizon qui est plat, qui prouvent que la Terre est plate, l'absence de preuves de la courbure terrestre. Euh, c'est bien plate comme nom, oui, Théoré. Des tests laser qui apparemment prouveraient ça, les forts maritimes. Alors, il y a plein, plein de choses là-dedans avec des images qui ont l'air vraiment très convaincantes. Puis, moi, je vous inviterai à partager, sans leur dire quoi que ce soit, partagez ça avec vos élèves du cycle moyen, puis même intermédiaire, pour voir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qu'ils finissent par dire au sujet de ce site-là. Puis là, je reviens sur la présentation pour vous montrer que le copilote, il répond quand on y met toutes ces informations-là. Alors, juste pour vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai pris un copier-coller de tous les arguments que j'ai trouvés dans la Terre plate, puis là, je l'ai copié dans mon outil, mon outil ChatGPT, dans le copilote, je dis bien, et regardez la réponse qu'il nous a donnée. Les informations que vous avez trouvées sur le site web La Terre est plate ne sont pas exactes. Donc, j'ai demandé, qu'est-ce que vous pensez de ces informations-là? Et il me répond finalement en faisant l'enseignant.
en disant la Terre est une sphère oblate qui a été démontrée par de nombreuses observations, d'expériences scientifiques à travers l'histoire. Voici quelques explications qui réfutent les affirmations du site Web. Puis là, on a toute une série d'informations. J'ai coupé beaucoup des choses qui sont là, mais, mais, euh, puis je devrais vous poser la question, est-ce qu'il y a des platistes parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens qui réclament que la Terre est plate parmi nous? Parce que si c'est le cas, je ne voudrais pas vous offusquer et je veux respecter vos opinions parce que peut-être qu'il n'y a personne qui a vraiment testé la théorie. OK, une rondiste. Je vois qu'on est des rondistes. OK. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas des platistes comme enseignants. Alors, donc, oui, je vous remercie pour ça. Et donc, développer la pensée critique, votre allié, c'est le copilote pour faire démentir certaines choses. Puis, il va y avoir d'autres, dans mon top 10 aussi, d'autres expressions dans le top 10 qui vont venir confirmer finalement cette idée-là d'utiliser l'intelligence artificielle pour toutes les choses que vous avez entendues les gens dire au sujet de l'intelligence artificielle parce qu'elle est intelligente. Alors, voici un autre petit exemple que vous pourriez utiliser avec vos élèves. Quelle est la probabilité que les gaz à effet de serre ne vont causer aucun dommage à la vie des espèces animales sur la planète Terre? Alors, vous faites l'avocat des gens qui pourraient dire que non, 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 la- le réchauffement de la planète, c'est pas vrai. Puis ici, j'ai pris le côté, d'une part, le côté d'un scientifique climatologue, et je voudrais avoir les trois preuves les plus convaincante pour me convaincre de l'effet désastreux du réchauffement de la planète sur notre environnement que je pourrais utiliser comme argument pour un débat contre un représentant de l'industrie pétrolière. Et regardez, la réponse, bien sûr, il nous a donné des bonnes réponses, mais ensuite, on retourne la médaille et on dit merci, maintenant tu es le représentant de l'industrie pétrolière. Quels sont les trois meilleurs arguments qui pourraient venir contredire les trois arguments du climatologue? Et on retrouve toutes sortes de réponses en conséquence. Alors, je ne vais pas faire la démo, mais je vous demande de la faire, cette démo-là, avec les informations qui sont là. Puis vous allez découvrir que l'intelligence artificielle va prendre le point de vue que vous lui demandez de prendre. Et ça permet d'alimenter cette pensée critique. Je vais vous mentionner rapidement le site qui s'appelle All Sites, qui vous donne, pour un contexte scolaire, qui vous donne un point de vue imagé au sujet des mêmes questions. Il vous donne plusieurs points de vue sur la même question parce qu'on vit une polarisation aux États-Unis, puis un peu au Canada aussi, où les gens qui sont un peu plus de droite, ils vont être très, très farouches. Puis les gens de gauche aussi vont être très farouches au sujet de leur point de vue et ils n'acceptent pas nécessairement le point de vue des autres. Alors, merci beaucoup, Caddy. Mon inquiétude avec l'IA en regardant toutes vos activités est de ne pas avoir d'argument contre un élève qui s'en est servi du début jusqu'à la fin de son sommatif lorsqu'il me dira que c'est moi-même qui lui a appris comment le faire. Que suis-je censé lui répondre? Très bonne question. Je vais passer à travers les façons. Donc, je suis rendu à la façon 4 et je vais essayer de répondre à cette question-là. Je vais y réfléchir, Kadi, Sam, et donc, ici, je vous dis de faire attention aux droits d'auteur. Je vais vous montrer trois sites qui permettent de créer des contenus médiatiques originaux. Qu'est-ce que ça veut dire des contenus médiatiques? Ça veut dire des vidéos ou des images qu'on peut créer à travers l'utilisation de l'IA. Donc, j'ai utilisé des termes que j'ai retrouvés dans le programme cadre d'art, puis j'ose croire que peut-être qu'il y en a parmi vous qui enseignent les arts, puis que vous voudriez leur montrer à vos élèves avec des images qu'est-ce que ça veut dire des concepts comme la ligne d'horizon, la perspective linéaire, etc. Puis, des fois, la meilleure façon de montrer ces choses-là, c'est des images, carrément. Alors, dans votre programme d'art, vous pourriez, par exemple,
utiliser le copilote designer pour montrer une image comme celle-là qui a été fabriquée par l'intelligence artificielle qui représente la ligne d'horizon en or. Ensuite, on pourrait avoir ici la perspective linéaire. Alors ça, j'ai utilisé Canva pour créer l'image que vous voyez, une image originale, encore une fois, à l'intérieur de Canva. Et souvent, on a un feu vert dans Canva parce que ce qui a été créé à l'intérieur de Canva, finalement, c'est du nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc le débat est pas terminé là-dessus sur cette question-là de ben, c'est qui est le détenteur des droits d'auteur pour ces images-là quand ça a été créé par l'intelligence artificielle. Mais c'est ça, c'est un débat pour une autre journée. Alors ici, j'ai une petite animation dans Midjourney au sujet. En fait, je ne sais pas si c'est l'animation comme telle, mais Midjourney, c'est un site. Si je vous montre le site, quand je l'ouvre, vous allez voir que ça, c'est toutes des images qui ont été générées par des membres de Midjourney et vous pouvez créer, mais dans le cas de la création dans Midjourney, vous devez avoir votre compte, malheureusement. Mais les médias sont là pour consommer. Puis, c'est un site qui est ouvert pour le consommateur. Mais pour les créateurs, il faut malheureusement payer un abonnement pour ça. Mais peut-être que vous allez décider que ça vous intéresse. Ensuite, faire des recherches à l'aide de l'IA pour combiner plusieurs sources. Alors ici, je vais vous montrer le côté gauche qui est la recherche Google. Alors, qu'est-ce que la recherche Google nous dit au sujet de la race la plus populaire de chiens? Il nous dit que je devrais aller au site de Canadian Kennel Club parce qu'il a détecté que je suis au Canada. Puis, il me donne un article que je dois lire sur les 10 races de chiens les plus populaires en 2023. Et du côté du copilote, qui était dans le même furteur, j'ai un beau résumé euh, des races les plus populaires. La réponse est probablement semblable, l'ordre est probablement très semblable, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas ici, comme vous pouvez voir, on a les sources. On a Planète Animale, on a 2 sources de plus et on a chien.com qui nous donne finalement la source de ces informations-là. Donc, les recherches à l'aide de l'IA sont plus complètes, plus imagées, plus descriptives et répondent vraiment à la question qu'on pose. Alors, voilà un beau petit résumé du Labrador Retriever qui est, vous avez toutes les informations ici. Exemple que j'utilise en salle de classe, un exemple utile. Je suis un enseignant de 7e année. Quelle serait la meilleure espèce animale à acheter pour ma salle de classe en Ontario pour maximiser les apprentissages des élèves? Il y a sans doute parmi vous des enseignants qui ont déjà eu qui ont déjà eu un animal en salle de classe, ou bien peut-être que vous avez fait un projet au sujet de vous avez mis peut-être des vers de terre dans votre classe, puis vous avez trouvé que c'était bénéfique. J'ai déjà vu des geckos dans la salle de classe. Alors, peut-être que ça pourrait intéresser certains d'entre vous d'avoir un animal de compagnie en salle de classe. Puis, j'ai posé la question. Puis là, ensuite, on vous donne des suggestions. Je vous rementionne dans le Chrome Web Store qu'on a votre outil de recherche, le copilote que je vous ai mentionné auparavant. Puis, je l'ai déjà présenté, mais c'était la diapo pour vous montrer finalement que le copilote, il est là et que vous pouvez l'utiliser dans Google Chrome avec vos élèves. Comme anciennement, vous utilisiez peut-être la recherche Google pour leur montrer différentes choses, pour faire des recherches. Donc, ensuite, on a l'utilisation de chatbots. Alors, vous le savez, vous n'êtes pas là en soirée quand les élèves sont à la maison en train de faire des recherches, en train d'apprendre des choses. Puis, ça serait donc bien que vous puissiez leur répondre et utiliser finalement une personne virtuelle qui pourrait répondre aux questions de vos élèves. Alors, j'ai ici un article avec 10 exemples de chatbots dans l'éducation.
Puis, dans l'article, on vous en mentionne plusieurs. Puis ici, j'ai 3 exemples pour vous. Donc, ça, c'est la version enfant de ChatGPT. Donc, c'est kids.chatgpt.com. Puis, vous voyez ici que j'ai fait un genre de jeu de rôle. Donc, l'enfant pose une question, il interagit avec le chatbot et il dit est-ce que je pourrais jouer un jeu de rôle avec toi? Moi, je suis un chevalier et toi, tu es mon partenaire, un peu comme si j'étais Don Quichotte et toi, Pancho. OK? Alors, regardez qu'est-ce qui arrive. Le chatbot, il répond, il dit waouh, c'est super amusant de jouer à être un chevalier. Je serai ton fidèle partenaire comme Pancho. Quelle aventure devrions-nous vivre en tant que chevalier? Puis là, l'enfant doit répondre. Alors, j'aimerais que notre quête soit d'aller des milliers de kilomètres en recherche de la toison d'or, qui est d'une valeur inestimable et des pouvoirs extraordinaires. Vous voyez, je suis en train de juste m'amuser avec la plateforme pour faire semblant que je suis un enfant qui est en train de faire d'interagir finalement avec le chatbot dans ce cas-là. Je vous mentionne un IA, un chatbot d'intelligence artificielle qui est dans les iPads pour peut-être les plus jeunes, peut-être des élèves de 4e ou de 5e année. On a un chatbot aussi qui est dans la plateforme de Apple Store que vous pouvez trouver qui s'appelle Zoé. Donc, Zoé est un petit peu comme, je suppose, l'équivalent d'une OLEXA ou bien d'un OK Google ou bien de quelqu'un comme ça. Puis, ça vous permet là, de poser des questions puis d'obtenir des réponses. Ensuite, au secondaire, il y a StudyGPT. C'est pour aider à la recherche, pour se préparer pour des examens et toutes sortes de choses comme ça. Puis, le site est également dans mon lien des sites. Alors, numéro 7. Pour améliorer leur travail en corrigeant autant la structure de leur texte que le déroulement logique des idées, l'orthographe, les accords, etc. Alors, vous savez très bien qu'en écriture, vos élèves ont certains défis, mais les sites qui sont désormais disponibles, et comme par exemple le Grammarly, dont on a tous entendu parler, vous ne serez pas surpris de savoir que Grammarly se fie fortement à l'intelligence artificielle. Alors, c'est un outil d'intelligence artificielle Grammarly maintenant. Et ça, c'est l'introduction de leur site. Une IA responsable qui fait briller votre écriture et votre réputation. Alors, on a Grammarly. On a un outil qui est à l'intérieur de Canva qui nous permet de faire des corrections et de la traduction également. Puis Canva, ben, c'est un outil que j'ai utilisé moi pour créer cette présentation et je trouve ça très utile. Puis en fait, si je ferme la présentation très rapidement pour vous montrer mon environnement de Canva, vous allez voir comment c'est beau. Donc, à l'intérieur de Canva, vous avez la possibilité mettons que vous auriez une page ici qui est en anglais, vous pouvez utiliser le bouton ici qui apparaît, puis traduire le document ici. Et donc, on peut faire un copier-coller à l'intérieur de Canva dans n'importe quel des documents là, que vous voulez modifier. Puis ensuite, on peut utiliser la traduction. Puis vous voyez ici l'élément d'intelligence artificielle avec ce petit symbole de l'étoile, encore une fois, et l'étoile qui se trouve ici. Omniprésent, l'intelligence artificielle dans la plateforme Canva. Donc, on arrive au numéro 7. Je vais présenter encore une fois. Je pense qu'on a terminé le numéro 7. Je vais juste modifier le partage ici pour qu'on puisse voir la bonne image pour vous. Donc, le numéro 8, pour montrer aux élèves que le plagiat peut être détecté grâce à l'IA. Alors, je pense que si je ne me trompe pas,
on avait une question là-dessus. Mon inquiétude avec l'IA en regardant vos activités est de ne pas avoir d'argument contre un élève qui s'en est servi du début jusqu'à la fin de son sommatif. Alors, j'ai eu une petite discussion à ce sujet-là avec mon collègue Louis, là, qui m'a présenté plus tôt. Puis je pense que mon opinion là-dessus se résume de la façon suivante. Puis là, je réponds un peu à la question là, de la personne qui a posé la question. C'est que si l'utilisation de l'IA est possible pour vos élèves pour faire un sommatif, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre sommatif. Parce que s'ils sont capables de répondre à des questions en utilisant l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de cheminement où vous faites, par exemple, une entrevue avec les élèves pour lui parler de ce qu'il a appris, vos observations. Vous allez regarder différentes parties de leur production au fur et à mesure d'un travail ou bien d'un cheminement ou d'une expérience, parce qu'on parle de vraiment toutes les matières ici. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut que vous soyez là omniprésent dans le travail de vos élèves. Puis s'ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire certaines choses, puis que ça leur donne un cheminement supplémentaire, pour moi, ça serait, ben, pourquoi pas. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne vont pas nécessairement partager mon optimisme au sujet de l'intelligence artificielle puis l'aide qu'elle peut donner aux élèves. Mais toujours est-il que on a peut-être des élèves qui vont essayer de plagier. Donc, je vous partage des détecteurs de plagiat que vous pouvez utiliser. Oui, Grammarly corrige en français. Oui. Donc, c'est un correcteur qui est assorti des fonctionnalités de l'IA et va faire vos corrections en français ou dans plusieurs autres langues également. Donc, quelques exemples. Alors, on a Unicheck. Ensuite, on a un autre site qui s'appelle Scribr. Mais vraiment, je pense que alors ici, j'ai utilisé un outil, le prochain outil qui s'appelle Just Done. OK? Puis, c'est vraiment le meilleur. Puis, il est gratuit, mais c'est comme faut que, à chaque fois que vous allez dedans, il faut que vous soyez là comme pour faire un essai. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre le texte de l'élève, puis vous le mettez ici dans le AI Content Detector, le détecteur. Puis ensuite, il vous donne un résultat ici, 85%. Moi, ma suggestion, c'est que si vous décidez de partager l'intelligence artificielle avec vos élèves, que vous leur montrez ce genre d'outil-là pour qu'ils soient conscients du fait qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Puis, en même temps, ça vous donne la chance d'expliquer exactement c'est quoi le plagiat, parce que c'est important que nos élèves le sachent. Qu'est-ce que c'est plagier? Puis, que si ça vient d'un site comme qui produit des contenus d'intelligence artificielle, ça ne leur appartient pas, ça. Ça appartient à personne, puis ce n'est pas leur invention parce qu'ils l'ont produit en créant un bon prompt. Alors, je pense que ça, c'est super important. Il y a d'autres outils. Hein? On n'a pas fini avec les outils de plagiat, comme on a Turnitin qui est dans l'outil D2L. Si jamais il y en a qui utilisent D2L, Turnitin est là aussi. Puis Turnitin est un site qui n'est pas mort. Comme ils ont fait un genre de virage à cause de l'intelligence artificielle, puis ils vont utiliser les outils d'intelligence artificielle pour continuer à faire le beau travail qu'ils font de détecter le plagiat. Ensuite, pour permettre aux élèves de s'auto-évaluer avec une mini-évaluation qu'ils peuvent rédiger eux-mêmes. Ça, pour moi, là, c'est super important parce que si vous êtes capable de créer des leçons, de créer des mini-tests, de créer toutes sortes de choses comme ça, puis vous montrez ça à vos élèves, eux autres, ils peuvent créer leur propre évaluation qu'ils peuvent partager avec leurs camarades, puis qui peuvent leur aider énormément dans les apprentissages. Alors, on peut facilement créer des choses comme ça. Par exemple, on peut deviner le prompt. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai mis comme prompt dans... je vous le cache, là, j'espère. Oui, je vous le cache. Il est pas dans le... Il n'est pas dans le... Oups, désolé, là. Vous allez peut-être entendre le bruit encore une fois.
mais je vais juste aller à la bonne diapo pour pouvoir voir mon propre prompt. Devinez le prompt qui a généré cette réponse dans notre numéro 9. Quelqu'un a une idée? Les grandes lignes, là, pas mot pour mot, bien sûr. C'est pas difficile pour moi, là. Ça m'a pris à peu près 10 mots. Les états de l'eau, oui. Donc, là, c'est le grand. Moi, j'ai dit les états de la matière, là, ou les changements d'état de la matière. Hein? Puis, je pense que c'était, mot pour mot, c'était le suivant. Écris-moi une évaluation de sciences sur les états de la matière pour des élèves d'Ontario de la 5e année. Alors, je sais que l'intelligence artificielle a répondu à plein de questions d'éducateurs et qu'il est capable de baliser qu'est-ce que c'est les contenus d'apprentissage pour un élève de 5e année. Donc, il a découvert les choses qui seraient pertinentes puis que vous devriez enseigner en sciences au sujet de la matière en 5e année. Alors, je pense que ça nous mène. Ça nous mène. Oh, ben, je pensais que c'est. Oh, c'est parce que je suis en train de reculer. Désolé. La 10e façon. Puis, je ne les ai pas mis dans aucun ordre pour vous. Donc, la dernière façon, c'est d'utiliser l'IA pour émerveiller vos élèves. Puis là, je vais vous dire qu'ils sont très difficiles à émerveiller. Parce que si vous pensez que vous leur retenez quelque chose en ne leur partageant pas l'intelligence artificielle, vous vous trompez. Pensez que vos élèves n'ont pas découvert l'intelligence artificielle encore. Je pense que ça serait une erreur parce qu'ils sont probablement beaucoup plus futés que nous au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur différents sujets. Donc, le potentiel de la technologie, là, ça, c'est quelque chose d'incroyable, puis c'est quelque chose qui est quand je vous ai parlé des chatbots, il y a des gens qui créent leur propre chatbot pour leurs propres besoins. Puis des jeunes qui font ça. Puis la plateforme Discord, c'est là que moi j'ai découvert les chatbots. Puis la plateforme Discord, c'est tout un univers qu'on ignore, hein, les adultes normalement, mais qui utilisent les chatbots de façon très quotidienne. Puis vos élèves, ils savent ce que c'est un chatbot. Donc, émerveiller nos élèves qui sont difficiles à émerveiller au sujet du potentiel de la technologie. Je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours. Et donc, c'est un jeune homme. Je vais vous expliquer quelle est la compagnie. Donc, Neuralink, c'est une des dernières compagnies de Elon Musk qui crée des puces qui sont insérées dans le cerveau et qui permettent de contrôler un ordinateur avec le cerveau sans l'intervention des mains. Ceci n'est qu'un exemple de ce qui est possible avec la technologie moderne et l'intégration de l'IA dans ces technologies. Alors, je vais vous partager la petite vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Je ne suis pas sûr que j'ai partagé le son. Alors, plutôt que de vous le partager, je vais le repartager puis allumer le son. Comme ça, je vais être certain que vous l'avez le son. Alors, voilà. Et on regarde ça quelques instants, 2 minutes. In just a couple of weeks, Nolan Arbaugh will mark 6 months since he received Neuralink, a brain implant. Back in January, Arbaugh was the subject of a clinical trial done by Neuralink. Je vais l'ouvrir dans YouTube parce que Ford employee pricing is back. Pour ceux qui sont It's the pas highlight très of the à l'aise summer. en français. When you get my en price anglais, on this je vais vous F-150, donner des What's not to love? Puis en fait, c'est très... Ford employee pricing, you pay what we pay. Non, je veux pas changer les paramètres. A company which is owned by Elon Musk. Arbaugh is quadriplegic, and the implant will not help him move again, but it is helping him overcome some of his limitations. And tonight, he is the subject of our spotlight. And Nolan Arbaugh joins me now from Yuma, Arizona. Good to see you, Nolan. Hey, thanks for having me, Travis.
So listen, I understand that you became quadriplegic after what you describe as a freak water accident. Tell me a little bit about that accident and how it changed your entire life. Yeah, I mean, like I said, it was a freak accident in a man-made lake up in New York in the Pocono Mountains. It's kind of crazy. Imagine you are running from the beach into an ocean and you get to about waist-deep water and you dive under the first wave. And I did that with a couple of guys, and they both came up, and I didn't. I didn't hit anything in the water. I think maybe one of them might have hit me in the head in some way, a straight elbow, fist, something like that. But next thing I knew, I was face down in the water, and of course, being quadriplegic changed my life. It was a lot to adjust to, but I managed, and here I am. You managed, and here you. On t'entend pas. Oh, désolé. Merci, Louis. Oui, alors je veux juste avancer à la section la plus importante là, de la vidéo où il décrit finalement ce qu'il est capable de faire avec l'implant qui est dans son cerveau. OK? Easiest things I ever did. I just went to the hospital and took a little nap, and I just wasn't in pain at all. And within, a couple weeks, I was using this on a daily basis. Okay, so Nolan, tell me about the first moment that you used Neuralink to control a computer and what that felt like. Explain the experience. Yeah, so it made a lot of sense to me at first. At first, it was a lot of attempted movement. So, all the signals in my brain still work. It just doesn't make it all the way to my hand and back because there's a disconnect in my spinal cord. But all the signals are still firing. So I figured, I try to move my hand, even though it doesn't work anymore. I try to move it. The Neuralink picks that up and interprets that in an algorithm, and then I can move the cursor. But the first time that I moved the cursor just by thinking, without attempting to move at all, it like shattered my whole universe. Wow. I was giddy for the rest of the day. OK. Alors, j'arrête la vidéo là par souci de temps, mais incroyablement, ici, on voit un exemple vraiment émerveillant de l'intelligence artificielle, des technologies modernes, qui est finalement ce monsieur qui était tétraplégique et qui a un implant et qui peut contrôler un ordinateur avec la réflexion. La pure réflexion fait en sorte qu'il est capable de faire des fonctions à l'ordinateur. Pour les détails, vous pourrez aller regarder davantage. Donc, on arrive à, c'était comme je vous disais, là, c'était le dernier des 10, l'émerveillement, parce que c'est difficile pour moi de prédire où on va être dans 6 mois. Hein? Alors, dans 6 mois, on va peut-être avoir des nouvelles technologies qui vont complètement nous époustoufler. Donc, je veux vous ramener à la diapo au sujet des compétences transférables en vous posant la question: quelles compétences sont exploitées en conscientisant nos élèves à l'intelligence artificielle? Alors, maintenant que vous avez vu les 10 façons que je vous ai présentées, donc vous avez vu les différentes choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, selon vous, lesquelles sont exploitées en conscientisant nos élèves à l'intelligence artificielle en utilisant finalement les outils que je vous ai partagés, que ce soit des outils de génération de contenu, des outils pour déceler des choses qui ne sont pas vraies, pour questionner, des outils qui nous permettent de créer une évaluation pour nos élèves, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, des outils finalement qui aussi le côté questionner si j'ai le droit de faire certaines choses, c'est important aussi. Alors, je vous laisse avec ce chat-là et cette question ouverte. L'apprentissage autonome, oui, la collaboration, Annie Cloutier dit à toutes. Alors,
Oui, alors c'est un peu la question ouverte là, sur laquelle je vais vous laisser. Et on revient à nos objectifs de la formation. Donc, on a identifié les 10 façons. On a fourni des exemples concrets d'activités que vous pourrez utiliser en salle de classe avec vos élèves. Et on a, j'espère, illustré l'importance des compétences transférables et les liens possibles entre ces compétences et l'intelligence artificielle. J'ai un petit questionnaire de satisfaction pour vous. Et je voulais m'assurer que vous ayez le temps de le remplir. Donc, je vais vous partager le lien à ce questionnaire. Et prenez quelques instants pour utiliser le temps qui nous reste. Puis, bien sûr, je regarde vos questions dans le chat. Puis, je vais vous partager également les liens. Les liens à la présentation et aussi le lien à la présentation et le lien au lien. Oui, c'est ça. C'est le lien au lien. Donc, donnez-moi un petit instant pour ça. Donc, on a 3 choses qu'on va mettre dans le chat. Premièrement, je vais vous donner le SurveyMonkey. Je pense que c'est un SurveyMonkey, peut-être. Donc, je vais juste fermer. Effectivement, oui. C'est ça, hein? Puis, je l'ai. Oui. Donc, laisse-moi juste trouver ça, Louis. Et pendant que tu mets le tout, moi, je vais commencer par te dire merci pour cette présentation qui donne le goût, je pense, qui donne de l'information et puis de faire des choses avec l'intelligence artificielle. Ben, merci, Louis. Ça m'a fait plaisir, comme toujours. Ben oui, puis je vais arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des questions que vous pouvez adresser, il reste encore quelques minutes à Ian. Donc, j'arrête l'enregistrement, puis je te dis encore merci. Donc, le SurveyMonkey